Quand elle a atteint son premier million, on lui a presque rayonné en lui disant que le vrai objectif c'était les 5 millions. Aujourd'hui, j'accueille Clémence Wurst qui est la fondatrice et CEO de Flair Body, que vous avez certainement vu passer sur internet. Elle a révolutionné le monde du body en France. Aujourd'hui, on va parler de son aventure, de son parcours entrepreneurial jusqu'au million. Tu vas voir qu'il y a deux choses qu'elle a utilisées qui lui ont permis d'atteindre ces sommets-là. Rejoins-nous dans cet épisode pour entendre le parcours, les évolutions, les choix qui sont parfois complètement à l'encontre de ce que tu as déjà entendu sur l'entrepreneuriat. On se retrouve dans l'épisode tout de suite. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Bienvenue dans Empire Minded Identity, je suis heureuse et honorée d'avoir aujourd'hui Clémence Wurst Martinet avec nous. Aujourd'hui, on va parler de sa marque Flair Body. J'ai réellement hâte de vous la présenter, de creuser avec elle son mindset, qu'est-ce qu'elle a pu créer. Peut-être qu'il y a eu de l'audace, j'ai hâte de discuter avec toi Clémence parce que j'ai vu dans ton parcours, j'ai regardé quelques petits points importants qui ont, je pense, aidé beaucoup Flair à grossir. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'audace. Est-ce que je me trompe ? Non, complètement beaucoup d'audace et d'instinct qui... D'ailleurs, j'ai choisi le nom de la marque Flair, qui justement est assez synonyme de tout ça, puisque en français, c'est avoir du flair, quoi, suivre son instinct. Ouais. Et en anglais, c'est synonyme de style et d'élégance. Et donc, je trouvais que ça recoupait bien ce que je voulais faire. Mais oui, complètement. La marque, d'ailleurs, je l'ai créée à l'instinct. Enfin, tu vois, sans business plan, qui pouvait d'ailleurs, pas mal de gens de mon entourage qui m'ont dit « Mais attends, une marque dédiée au body il y a 9 ans, tu vas pas bien. » Mais au final, ça a bien payé, ouais. Et donc, tu parles d'instinct. Moi, ça me passionne, l'instinct, l'intuition, tous ces trucs-là, de s'écouter. Encore plus aujourd'hui où on a énormément de réseaux sociaux, énormément de contenu, énormément de distractions à droite, à gauche. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour te dire « Ok, j'y crois, tu sais, ça vient de mes guts un peu. Je sais que ça a fonctionné, j'y crois. Et en vrai, je vais aussi tout mettre en place. » C'est ce que je répète toujours. Dans le business, il y a les deux. Il y a « J'y crois, dur comme fer. » Et en vrai, c'est impossible pour moi de pas y arriver. Mais il y a aussi « Je vais mettre les choses en place et je vais aller passer à l'action et l'audace. » Bien évidemment, dont je pense on va parler. Ouais. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu en fait ? D'où ça vient cet instinct ? Est-ce que tu l'as travaillé avant ? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà là ? Ouais, d'où ça vient ? Je pense que ça vient déjà d'une certaine confiance en moi, parce que c'est souvent un mot, je trouve, ou en tout cas un esprit qui est assez galvaudé et mal vu, d'avoir confiance en soi. On se dit tout de suite que ça va être quelqu'un d'autant et tout, alors que non, c'est hyper important d'avoir confiance en soi sans justement être hautaine, mais juste se faire confiance, quoi, tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Et le deuxième point, je pense, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai souvent été l'été passer du temps en Angleterre ou aux États-Unis. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis où il y a vachement cet esprit entrepreneurial et en fait cet esprit de se dire au final oui, il faut de l'audace mais il faut aussi dédramatiser. C'est-à-dire que quand j'ai créé Flair, je me suis dit je tente parce que j'ai envie de le tenter, ça me fait marrer, premier point qui est hyper important au final, parce qu'on oublie souvent, mais en fait le plaisir du fun, c'est quand même essentiel, et de se marrer, et ça on l'oublie beaucoup quand on parle de stratégie, etc. Non, à l'origine il faut ces deux ingrédients, et l'autre, et au pire si ça marche pas, c'est quoi le problème ? Je retrouverai un job, tu vois, dédramatiser le truc, quoi. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Et en France, on évolue quand même un peu là-dessus, mais il y a 9 ans et encore plus il y a 15 ans, l'échec était hyper mal vu. Et c'est encore quelque chose en France avec lequel on a du mal, alors qu'in fine, l'échec, c'est juste apprendre. Enfin, tu vois, c'est comme, moi j'ai une petite fille de 2 ans et demi, donc elle a appris à marcher il y a pas longtemps. En fait, pour apprendre à marcher, elle est tombée. Enfin, tu vois, et c'est OK, et on la montre pas du doigt parce qu'elle est tombée, parce qu'au contraire, elle essaye. Et en fait, l'échec et l'entrepreneuriat, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est souvent, moi, c'est pas ma première boîte, Flair. Avant, j'ai tenté des choses et j'ai échoué. Et en fait, j'ai juste beaucoup appris. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut cultiver en France. Ouais, je suis d'accord. Et ce que tu dis, c'est un point hyper important pour le cerveau. Je vais souvent rebondir sur le cerveau, tu verras, parce que je pense fondamentalement que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont compris comment fonctionnait leur cerveau et comment l'utiliser derrière. Et certains, c'est un peu à l'instinct, en fait. Ouais. Mais il y a un point hyper important dans ce que tu dis, c'est à quel point c'est la sécurité que tu vas avoir.
C'est-à-dire que si ton cerveau, il se sent pas en sécurité, il se dit pas: «Ah, ça va être fun, ça va être sympa, je vais, je sais pas moi, créer, quelque chose qui va, impacter, révolutionner, ça va être trop cool» et qu'en fait, il se dit: «Oh mon Dieu, ça va être tellement dur, je vais galérer, je vais devoir trouver de l'argent et cetera». Bah, en fait, de un, ton niveau de motivation, il va baisser énormément parce que ton cerveau, il a pas envie de faire des choses qui, n'ont pas l'air fun, ont l'air compliquées et bah, du coup, qui, vont te «fatiguer» entre guillemets. D'ailleurs, ça, c'est vous allez directement vers le burn-out dans ce cas-là. Et deuxièmement, tu vas aussi perdre énormément d'opportunités parce que ton cerveau filtre les informations que tu vas recevoir. Donc, si tu regardes que je vais devoir trouver de l'argent, ça va être compliqué, bah, il va te montrer toutes les erreurs, enfin toutes les galères, toutes les choses que tu vas devoir En fait, il faire faut face. aussi, tu vois, ça me fait penser ce que tu dis, il faut aussi être, garder toujours en nous cette part d'insouciance. Parce que la Mmh, vérité, mmh, c'est que mmh, si tu n'es pas mmh. insouciant, tu crées pas ta boîte. Parce que tu as 95% de chances de te planter. Non, mais c'est vrai. Tu as 80% de chances que ça marche pas. Moi, sur le papier, si tu veux, donc à ce moment-là, je bossais chez Uber. Donc, une start-up Ouais. américaine qui avait complètement le vent en poupe. J'avais un super job, un super salaire et tout. Et donc, quand j'ai dit aux gens, bah non, en fait, je vais arrêter pour créer ma marque de textile made in France dédié au body prêt-à-porter. Les gens se disaient, ok, elle vrille complet, ça va jamais marcher son truc, mais C'est la crise ouais, post grosse start-up américaine. mais en fait, enfin, c'était complètement insouciant, tu vois, je me suis pas posé trop de Ouais. questions et j'y suis juste allée. Et je pense que si t'as pas cette dose d'insouciance, tu n'y vas jamais parce que concrètement, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Bien sûr. Et justement, moi, j'aimerais que tu me dises cette notion d'insouciance. Comment est-ce que, parce que là, les personnes qui nous écoutent, c'est des meufs qui se sont déjà lancées, qui ont déjà commencé à Ouais. réussir. Et justement, l'insouciance, c'est un petit peu plus de, oh, en fait, il faut peut-être que je change, peut-être que je pivote, peut-être que je fasse quelque chose. Et cette insouciance-là, en fait, c'est un peu la même que tu as au début. Ouais. Sauf que là, tu as créé quelque chose from scratch de tes propres mains et de toi. Et du coup, bah, l'insouciance, c'est peut-être de se dire comment est-ce que je fais pour pivoter. Est-ce que tu as vécu ça, toi, dans Flair à un moment? Ouais, on l'a vécu. Ben, on a essayé un moment, parce que du coup, depuis, je me suis associée avec Charlène Colette, qui est complètement mon alter ego chez Flair. On est hyper complémentaires. Et ça, Ouais. honnêtement, c'est pépite de trouver la bonne associée. Je sais que moi, j'ai été contente, si tu veux, de créer seule, parce que j'ai pas eu de compromis à faire sur la marque que je voulais créer. Mais après, tu te sens vite seule et puis tu n'as pas toutes les compétences, et puis etc. Donc je suis ravie de m'être associée depuis, et je le recommande, et surtout avec des compétences complémentaires aux siennes pour que personne ne se marche Ouais, sur ça les revient pieds. souvent. Mais du Mm. coup, tout ça pour dire qu'on a voulu un moment. Charlène est comme moi. Alors, elle a un côté beaucoup plus euh, terre à terre et beaucoup plus, tu vois, elle est dans les chiffres, elle est beaucoup plus cartésienne. Mais elle a quand même ce côté insouciant, etc. Mhm. Et à un moment, si tu veux, on s'est dit, bon, bah, effectivement, on peut plus piloter. Enfin, là, on arrive à un niveau de chiffre d'affaires, on peut plus faire comme on faisait à l'instant. C'était à Il combien? faut qu'on se cadre. Vous étiez à combien à ce moment-là? Je sais pas, mais je me souviens plus, tu sais, t'oublies vite les repères. Mais c'est clair. On se dirigeait vers notre premier million d'euros, tu vois. Et donc, on se Ok. disait, OK, il faut qu'on se casse, il faut qu'on se structure et tout. Et donc, on a essayé de faire un modèle qu'on voyait dans la plupart des autres boîtes qui se structuraient. Donc, on a commencé typiquement à embaucher. Alors qu'en fait, ça ne nous ressemble pas, c'est parce qu'on voulait. Moi, en plus, c'est le moment où, du coup, Flair, tous les bodys sont fabriqués à Troyes, en France, qui est un bastion historique du textile français et ma ville d'origine. Ouais. Et du coup, moi, je suis revenue vivre à Troyes. Charlène allait vivre à Rennes. Et du coup, on avait un bureau à Paris. Et en fait, ça nous allait pas. Nous, le management, c'est pas notre truc. Donc, on n'était pas forcément hyper bonne, etc. Et en fait, il y a un moment, on s'est dit, non, mais en fait, ça ne nous convient pas. Là, on essaie, tu vois, de rentrer dans une case et de se structurer comme les autres font. Mais en fait, c'est pas nous. Et donc, on a tout arrêté et on s'est dit, bah voilà, nous, en fait, l'orga qu'on veut et qu'on a aujourd'hui et qu'on adore et qui nous va parfaitement, on a que des freelances qui bossent pour nous. Ce qui nous permet, pardon, d'une part, d'avoir des profils seniors qu'on ne pourrait pas se payer en Ouais. employé, et d'avoir, Mhm. tu vois, toujours, parce que je trouve que une fois que tu grossis et que tu embauches, parce que c'est un peu le truc que tu as envie, tu vois, quand tu rencontres d'autres entrepreneurs, c'est ah ok, tu fais combien de chiffre d'affaires, et la question d'après, combien tu as d'employés. Et t'as combien de personnes? Ouais, ouais, combien t'as de personnes avec toi? Et c'est un espèce de truc valorisant que de dire que tu manages et tout. Mais nous, c'est pas notre. Statutaire.
Et en plus, tu perds justement l'insouciance dont on parlait parce que effectivement, ça devient une vraie boîte, il y a des gens qui comptent sur toi et puis tu as intérêt tous les mois à ce que ça cartonne parce que tu as des salaires à payer et on sait ce que ça coûte en France. Et du coup, on s'est dit, voilà, là, on a l'impression, alors que nous, moi, j'ai voulu créer ma boîte pour être libre. Charlène, elle a voulu me rejoindre justement pour cette sensation génialissime de liberté que d'avoir ta boîte te procure. Et là, on s'était enfermés. Et du coup, voilà, on s'est dit, on perd en insouciance et du coup, ça se ressent, tu sais, dans notre boîte, moi, dans les créations que je faisais, la manière dont on dirigeait la société et tout. Donc, on a tout revu et on a retrouvé cette insouciance parce que justement, aussi, les freelances, ça te permet s'il y a une année ou un mois où tu vas moins bien, tu peux alléger ta structure. Donc, il faut aussi créer la boîte qui nous ressemble et encore plus, je trouve, quand tu es une femme. Parce que c'est vrai que tu as vachement ces injonctions d'hommes et de start-up que tu vois, où c'est full recrutement, full etc. Et faut écouter effectivement son instinct et surtout faire un truc qui nous ressemble et pas vouloir rentrer, tu vois, à tout prix dans une case, quoi. Complètement. Et là, c'est hyper intéressant parce que je suis sûre que j'aurais quelqu'un d'autre en face de moi. Ça se trouve, il me dirait l'inverse. Ah bah, tu vois. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ne pas s'écouter, ça te met dans des situations qui te mettent toi en difficulté. Exactement. Parce que justement, tu as choisi de suivre la stratégie, la structure, le process ou peu importe de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, on en revient à ce qu'on disait au début, en fait, vraiment. J'ai l'impression que vous saviez assez bien ce que vous vouliez. Ouais. Et donc, combien de temps ça a duré, du coup, là, ce moment Cette période, je dirais 2 ans, grand max. Ouais. Mais c'est quand même 2 ans, tu vois, dans l'histoire. Et ouais, bien sûr. Mais ouais, on a su, et là, c'est aussi la force d'être deux, quoi, de dire, non, mais attends, là, on est dans un schéma qui nous ressemble pas, donc faisons autrement. Et puis, tu vois, je trouve que c'est aussi inhérent à l'histoire de Flair et à comment on s'est lancé, c'est-à-dire qu'on s'est lancé sur un produit de niche, un monoproduit, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, si tu écoutes les guidelines pour réussir, t'es là, non, produit de niche, monoproduit, machin, laisse tomber, tu vas avoir un plafond de verre, tu vas jamais y arriver. Donc non. Made in France, en plus. Vrai. Et nous, ça nous a vachement différenciés. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que les gens savent ce qu'ils viennent chercher chez Flair. On n'est pas l'énième marque de prêt-à-porter. Donc effectivement, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Et puis surtout, il faut se dire, au pire, ça marche pas, et quoi ? Enfin, tu vois, genre, tu te sauras te réinventer, tu sauras retrouver un job. Enfin, il faut vachement dédramatiser ce... Hyper intéressant ce point-là, justement, de dédramatiser. Il y a un lien et un point aussi qui revient très souvent et sur lequel j'accompagne beaucoup de mes clientes, c'est la notion de prendre le risque. Ouais. À quel point est-ce que toi, tu prends des risques et est-ce que tu as des exemples des risques que tu as pu prendre avec Flair ? Moi, le truc, c'est que c'est pour ça, je pense que je fais ça et qu'avant Flair, j'avais créé d'autres boîtes, c'est que j'ai presque... Ça peut paraître dangereux, mais j'ai presque zéro aversion au risque. Je me rends pas compte quand j'en prends et ça me fait pas peur parce que j'arrive pas à voir ça autrement que comme un jeu, tu vois. Donc, je pense que j'en ai pris pas mal. Enfin, les risques, c'est un peu tous les jours, hein, quand tu prends telle décision, quand tu t'endettes sur ta boîte, quand... ouais, je ne saurais pas te dire un exemple concret parce qu'il y en a un peu tous les jours et à la fois, moi, je le ressens pas du tout. C'est pas un truc... Et je pense que ça, c'est important aussi de... Ouais, on en revient toujours à cette insouciance, je pense, qui est peut-être le point commun entre tous les entrepreneurs, j'imagine. Parce que si t'as pas cette insouciance, je pense qu'effectivement, tu le fais pas parce que tu vois des risques tous les jours et que ça fait peur. Et que voilà, donc je serais pas bonne pour répondre parce que moi, je m'en rends pas compte. J'ai pas de version. Qu'est-ce que ça serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, à l'inverse de toi, a très peur des risques ? Entrepreneur, évidemment. Potentiellement de pas être entrepreneur quand même, c'est horrible à dire, mais je me dis sinon tu stresses un peu tous les jours. Parce que tu vois, même là, on parle de milestone et tout. Ok, c'est très bien, nous, on a atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est ce que je te disais en intro. À chaque fois que tu atteins un palier, tu te rends compte qu'en fait, derrière, il y a un palier encore plus gros à franchir et je te donnais l'exemple et je trouve qu'il est hyper pertinent, c'est nous, on était trop contentes, donc tu atteins ton premier million de chiffre d'affaires, c'est la folie, tu te dis c'est bon, j'ai réussi, machin. Et puis en fait, on est accompagné par le groupe Etam.
Et on a un rendez-vous avec le directeur délégué, Alexis, qui nous dit: «Non mais les filles, c'est très bien, mais en fait, il y en a plein comme vous, il y en a plein qui vivotent à 1 million. Donc le vrai milestone, c'est 5. Donc maintenant, vous pouvez retourner travailler». Et en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement un challenge permanent. Tu es obligé tellement de faire tapis un peu à chaque fois que honnêtement, si tu as une aversion au risque, je pense il vaut mieux faire autre chose. Ou bien, tu vois, Charlène, qui l'a un peu plus que moi, bah, elle m'a rejoint. Elle a pas créé une boîte, tu vois, elle m'a rejoint quand la boîte était déjà créée et tout. Et donc, je pense que même dans les entrepreneurs, tu as deux profils. Tu as les créateurs, ceux qui viennent après. Enfin, et il faut vraiment se connaître et savoir ce qui te fait du bien. Et parce qu'il faut, encore une fois, on en revient toujours à prendre du plaisir. Donc, si tu as trop d'aversion au risque, tu prendras pas de plaisir. Et pour toi, c'est quoi le plus gros risque que tu as pris pour Flair? Bah, c'est de créer cette boîte. Enfin, tu vois, parce que là, tu vois, c'est trop bien, je m'éclate et tout, et Flair se développe hyper bien, et je touche du bois pour que ça continue et pour qu'on aille encore plus loin. Mais n'empêche que ben, j'ai créé quand j'avais 27 ans. Et du coup, j'ai fait un peu de tapis sur ma boîte. Je me suis pas payée pendant super longtemps. Donc, par rapport à mes amis qui sont restés dans des boîtes, qui ont fait des carrières, ben moi, j'ai pas pu mettre d'argent de côté pendant jusqu'à aujourd'hui. Parce que je mets tout sur ma boîte dès que j'ai un peu, parce que je me suis pas payée pendant longtemps. Enfin, donc le risque, c'est que je fais tapis sur cette boîte et que c'est mon plus gros investissement, et qu'une boîte, avant elle te rende vraiment, ça prend du temps, tu vois. Donc voilà. Et au début, les prêts que j'ai faits, maintenant c'est plus le cas aujourd'hui, mais les prêts que j'ai faits, ben, j'étais caution perso. Enfin, tu vois, Ouais. tu t'en mets quand même sur la tronche. Donc, Et qu'est-ce qui fait que tu croyais tant que ça? Parce que tu dis, OK, il faut dédramatiser, tout ça, mais tu te lances parce que tu crois. Tu te ouais, lances pas en te disant, au bah pire, ça marche pas, tu vois. non, Tu te lances parce que tu crois. ouais, bien Donc, sûr. tu te dis qu'il y a possibilité quand même. Enfin, tu pensais qu'il y avait 50-50? Tu t'es dit 50% de chance, j'y arrive, 50% de chance, Je me j'arrive suis pas pas? trop posé la question. Non, je pense que du coup, enfin, je sais pas, je me faisais confiance, tu vois. Je Ouais. savais que si je décidais de le faire, je mettrais tout, je mettrais toute mon énergie dedans. Et pour le coup, ça te crée du culot, ça te crée de l'audace et tout, parce qu'à un moment, tu es obligé, enfin, surtout au début où personne te regarde, personne connaît Flair, tu es obligé d'aller toquer aux portes, d'être un peu culotté pour qu'on te regarde, pour qu'on t'écoute. Et du coup, tu es obligé de faire en sorte que ça marche, en fait. Une fois que tu as lancé, ben, tu es obligé de te débrouiller. C'est pour ça que vaut mieux, quand tu veux vraiment faire quelque chose, se lancer tout de suite et ensuite perfectionner et adapter. Flair a vachement évolué en 9 ans. Parce que si tu attends d'être parfait, tu lances jamais, parce que déjà, tu t'es jamais nickel. Et ensuite, tu te poses trop de questions, et ce qui fait que finalement, t'y vas pas. Donc, Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, donc, encore une fois, tu parles de se lancer, mais en vrai, moi, je vois la même chose au moment où il y a un certain niveau qui est atteint. Il y a une sorte de confort, de petit confort qui est remis là. Ah, putain, ok, ça tourne un peu, mais en même temps, c'est le confort, c'est ce que tu disais, tu vois, tu te payes pas non plus énormément, ouais, tu peux pas non plus te faire les vacances aux Bahamas à c'est l'autre bout du clair. monde, tu vois. Mais c'est clair. Mais en même temps, il y a ce petit confort, tu vois. Oui, T'as quand même ce petit bien truc qui sûr. fait que, et à ce moment-là, c'est la même chose. Si t'as pas l'audace, si t'as pas le culot, Ouais, si tu te dis pas, vas-y, je veux ouais, sortir de ça, bah, en fait, tu peux rester. Et c'est ce qu'on disait, hein. Il y a quand même une majorité de femmes qui ne souhaitent pas du tout, d'accord? Mais il y a aussi une majorité de femmes qui arrivent à 1 million et qui n'arrivent pas, en ouais. fait. Bah, en Parce fait, que faut savoir, ça. soit si c'est un choix, c'est OK. Tu vois, t'es pas Ouais, obligé de vouloir aller au 5, t'es pas toujours obligé de... plus. Ouais. Si toi, t'es OK et que ça te convient comme ça, c'est très bien. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, c'est pas le cas, parce que je me dis, encore une fois, j'ai fait tapis à 27 ans. Cette boîte, mon objectif, c'est qu'à un moment, elle me déroule le tapis rouge, entre guillemets, et je veux avoir un retour sur mon investissement. Donc, je veux tout donner, et je suis assez ambitieuse là-dessus. Mais je trouve ça aussi très bien, certaines femmes qui sont pas dans ce mood-là et qui disent, bah, Bien sûr. moi, à partir du moment où ça me permet d'être libre, d'être flexible dans ma vie quotidienne, de me payer un salaire OK, et voilà, et d'avoir du coup cette liberté et de m'éclater tous les jours, c'est très bien aussi, tu vois. Faut Bien juste sûr. savoir, encore une fois, ce qui te convient, et être en accord avec soi-même. Mais oui, faut aussi, si
si tu as cette ambition et cette envie, se donner les moyens de le faire et arrêter de penser. Nous, souvent, avec Charlène, on se reprend parce qu'on se rend compte qu'on a des biais féminins. C'est-à-dire que, je sais plus, mais par exemple, on va dire, quand on présentait avant, tu sais, tu peux vite avoir tendance à dire, bah ouais, bah j'ai une petite marque. Aucun mec ne dirait ça. Là, non, j'ai une marque de body qui cartonne. Enfin, tu vois, et c'est souvent quand tu es une femme, réadapter ton wording, parce que pour le coup, ça, les mecs l'ont vachement. Quand ils vendent Ouais. leur truc, même si le truc marche pas, ils vont te vendre du rêve, à te dire que c'est un truc de ouf. Et nous, les nanas, on va avoir tendance à minimiser ce qu'on fait. C'est fou, hein. Et c'est un vrai biais Bien féminin. sûr. Ouais. Et du coup, souvent, on se reprend, tu vois. Il y en a toujours une pour reprendre l'autre et dire, là, t'es trop nana là-dessus. Enfin, tu vois. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que donc moi je suis d'accord. Je pense qu'il y a deux teams. Il y a la team qui fait de l'entrepreneuriat pour retrouver le confort du salariat et donc pas d'explosion, pas le tapis rouge comme tu disais, mais vraiment ce confort-là. Par contre avec d'autres leviers de l'entrepreneuriat spécifiquement, mais qui vont pas aller chercher cette croissance interminable et grossir et grossir et grossir et grossir. Ce qui est moins d'avantage, ce que je pousse parce que je crois fortement que on a une capacité tellement énorme nous en tant que meufs de pouvoir faire grossir quelque chose encore et encore et on ne l'utilise pas assez. Mais tu vois, dans ce que tu dis là sur les biais féminins, il y a aussi ce biais du goal en fait. Bien sûr, Parfois, bien sûr, tu es une meuf, tu penses que ton goal c'est... Non, mais c'est très bien en bien vrai. sûr. Déjà, là, regarde, je fais 10 000 par mois, franchement, tout le monde fait 400 autour de moi, donc vraiment, c'est trop bien. Non, en fait, franchement, 10 000, c'est peut-être pas assez pour toi en fait. Peut-être que ton gros rêve, c'est 50 000 là. Peut-être que c'est 100 000 en fait, mais tu t'autorises pas à T'as raison. parce que, tu vois. Ouais, ouais. Donc, si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est hyper intéressant de vous poser la vraie question. Est-ce que vraiment ça vous convient? Écoutez, et peut-être qu'on revient à l'intuition, l'instinct, tout ça. Écoutez votre ventre, là, on appelle ça le sacral dans le human design. Écoutez ce que votre corps vous dit quand vous pensez à ce goal-là. Est-ce que pour vous, c'est un goal qui vous dégoûte? Vraiment, ça vous intéresse pas? Ouais. Ou est-ce qu'il vous paraît juste trop gros? Oui, Parce que oui, t'as parfois, raison. ça peut te déranger parce que ça paraît trop gros, tu vois. T'as complètement- Et toi, j'ai l'impression que t'as pas eu ça. Toi, tu t'es pas, toi, tu t'es pas dit c'est trop gros. Mais en tout cas, ça peut être le cas. Ouais, ouais, Et parfois, on peut se tromper et penser que c'est, que ça nous intéresse pas, voire que ça, c'est pas pour nous. Alors qu'en fait, encore une fois, juste, c'est un biais féminin. ouais, et on se le permet pas. Enfin, on se dit pas que c'est possible pour nous, etc. T'as complètement raison. Et c'est vrai que c'est un gros biais féminin aussi, hein, c'est vrai. Et Et c'est quoi, du coup, là, ton prochain objectif pour toi? Big goal. ah bah moi, c'est ces fameux 5. Ok, Et moi, mon rêve ultime, entre guillemets, fais-nous rêver. c'est de revendre Flair, justement parce que je sais qu'en fait, si tu veux, et pour le coup, ça, c'est pas un goal que je me permets pas, c'est justement, moi, je sais que ce qui me convient, j'adore créer, j'adore cette liberté, etc. Demain, quand Flair atteindra un certain niveau, il y a un moment, tu es obligé de recruter. Tu es obligé de structurer. Enfin, tu vois, on va pas se mentir. Bien sûr. Il y a un moment, il le faut. Et je sais que je serai pas cette bonne personne parce que je m'éclaterai plus. Et ça sera plus mon délire. Donc moi, je sais que, tu vois, je me donne un objectif à 40 ans, revendre Flair pour repartir sur un autre projet from scratch qui me fera marrer et avoir emmené Flair assez loin et le donner à quelqu'un qui saura lui faire le step encore d'après. Et ça, tu vois, c'est parce que je me connais et que je sais que ce sera pas mon délire et pas parce que je me l'interdis. C'est juste, moi, je veux revendre ma boîte en me disant, je me suis trop marrée, je l'ai amenée à ce niveau-là, c'est génial. Et aujourd'hui, ça va me permettre de me rééclater dans autre chose. J'adore. Et goal ultime, tu mets de l'argent de côté, on est d'accord? Goal ultime, tu mets de l'argent de côté. Oui. Là, l'idée, c'est quand même. Et ça grossit et ça investit. Ça, c'est ce que je répète Ouais. tout le temps. Et ça, c'est un vrai problème de meuf. Et c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup été dans l'entrepreneuriat féminin sur ma première année. Et je m'ouvre de plus en plus à avoir des entrepreneurs masculins avec moi. Et je vois une énorme différence entre meufs qui mettent tout à 100% dans leur boîte. Et franchement, c'est trop cool. Mais en même temps, en vrai, est-ce que 10 balles, t'aurais pas pu les mettre à côté, tu vois, un peu? Ouais. Et en fait, ce petit truc, je le vois beaucoup plus chez les mecs que chez les meufs. Mais je pense que c'est pas parce qu'on est bête ou parce qu'on s'est pas informé ou quoi. Je pense que c'est juste parce que eux se le partagent, en fait. Ouais. Et c'est normal. Ouais. Et que nous, on ne se le partage pas. Ouais, c'est clair. Et puis, Parce qu'on l'a pas de base. oui, puis t'as un biais à l'éducation déjà, je pense, tu vois.
on s'en rend pas compte, mais à mon avis, la manière dont on éduque nos filles et nos garçons, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a tout un truc, Bien mais je sûr. suis d'accord avec toi. Et là, j'ai le cas avec moi, mon mari, qui justement investit pas mal dans l'immobilier et qui voudrait me mettre le pied à l'étrier. Et je lui dis, bah, je sais pas, parce que moi, je me concentre sur mon entreprise, exactement ce que tu viens de dire. Et du coup, je me dis, Clem, sors de ce truc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a naturellement en nous, quoi. Non, en tout cas, ça nous a pas été inculqué dans le biberon, Ouais, ça c'est ouais, c'est sûr. ça. Non, non, c'est certain. Parce que je pense qu'on l'a naturellement en nous. On Oui, est fait oui, oui. pour porter un foyer. Donc, quoi qu'il arrive, mentalement, on a techniquement tout ce qu'il faut pour. Ouais, Par contre, on nous a inculqué le fait que reste plutôt en mode ouais, tranquille. ouais, c'est vrai. C'est plus facile, C'est quoi. vrai. Fais la cuisine, ces trucs-là. On l'a, même si tes parents ne te l'ont pas dit, la Ouais, société te l'a ouais, dit. Et c'est ça qui est horrible. oui, Parce qu'en tant que parent, toi, t'as un enfant. Moi, j'ai pas d'enfant, mais en tant que parent, c'est compliqué parce qu'on sait que même si toi, tu fais très bien les choses et tu tentes du tout pour le tout de pas avoir de biais, il y en aura. ouais, Et c'est OK. Et je pense que la réponse ne vient pas dans je dois changer mon éducation à 100% et faire que elle voit rien de la société. Je pense que c'est plutôt plus tu as conscience qu'il y a des biais, oui, moins tu peux avoir de difficultés à te rendre compte que tu as ce ouais, biais-là. Tu vois? complètement. Et du coup, tu peux en sortir. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, hein, parce qu'il y a plein de biais à l'entrepreneuriat par rapport au salariat aussi. Hein, parce que la société, par contre, veut que tu fasses du salariat. Oui, C'est oui, l'objectif. oui, L'école t'amène au salariat, pas à l'entrepreneuriat. ouais. Et beaucoup de gens sont là, genre, oh mon Dieu, l'école, c'est pas cool, ça t'apprend pas l'entrepreneuriat. Ben non, c'est pas fait pour ça. De base, ça a été mis pour le salariat. Donc, en fait, En tous France. ces biais de la société, ils sont... Ouais, en France. Mm. Tous ces biais de la société a été, sont là pour une raison de base, pour amener une société à avoir X ou Y. Et parce Mais que c'est aussi très plus t'as nouveau, tu conscience, vois, l'entrepreneuriat en France. Enfin, tu ouais. vois, ça fait quelques Ouais. années que tu vois des boîtes un peu émerger de partout. Mais avant ça n'arrivait pas. Enfin, avant, vraiment, c'était tu vas bosser dans les grosses boîtes du CAC 40 et c'est comme ça que tu réussis. Donc, on change, mais on évolue, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et, Ouais, et oui, bien tu as sûr, raison, ça c'est à prend du partir temps. du moment où tu en as conscience, c'est comme ça aussi que tu arrives à les dépasser, ouais. C'est ça. Et en vrai, le biais, c'est clairement le cerveau qui te donne des informations et c'est le filtre. Je sais pas si tu connais, mais en PNL, on parle beaucoup de la carte, c'est pas le territoire. Donc en fait, ta réalité aujourd'hui, c'est pas la vraie réalité de tout le monde. C'est-à-dire que toi, ce que tu vois, tu vas le voir à travers le fil de je suis la Bien big sûr, boss de Fleur, tu bien vois. sûr. Moi, ce que je vois, je le vois à travers le fil de je suis coach mental premium. Ouais, oui, Et en fait, on va pas du tout voir la même chose, alors même que c'est la même ouais, chose bien parce que sûr. nous, on filtre le monde par rapport à ce que moi j'ai vécu avant, à ce que toi t'as vécu avant. Mm. Et je pense qu'on l'oublie souvent, surtout quand on grandit dans le business, ce biais-là de mental de je vois pas tout. Quand tu as déjà réussi quelque chose et que tu as peur que tout se casse la gueule parce que tu fais ce pivot ou parce que tu recrutes, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'à ce moment-là, il y a un point important à se dire, attends, en fait, je vois pas tout. Mm. Je suis pas capable de tout voir. Et toi, est-ce que tu t'es rendu compte à certains moments dans Flair où tu t'es dit, en fait, là, ce que j'ai mis depuis le début en place, ça va pas m'amener au bout. J'ai des choses à changer. À quel moment est-ce que peut-être un grand moment où tu as dû faire un grand changement qui Ouais, faisait un peu bah, flipper, même si c'était pas un risque pour toi, tu as trouvé ça fun, mais un grand changement. ben ouais, là, tu vois, justement, il y a 2, 3 ans, en fait, on s'est rendu compte quand même que être monoproduit que sur du body, en plus du body, que sur du body noir, que sur deux Ah oui. matières phares. On avait commencé à lancer les crus sur l'été, mais enfin voilà. Et là, on s'est rendu compte que ça avait marché jusque-là, mais qu'il y a un moment, si on voulait vraiment aller plus loin, il faudrait qu'on développe. Et moi, j'avais une peur. Pour le coup, ça j'en avais très peur. J'avais vu plein de marques qui s'étaient créées avec un positionnement assez fort et qui s'étaient assez vite diluées en lançant un peu tout type de produits à la recherche de croissance. Et il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de Ah, sens, c'était incohérent et du coup, elles se sont plantées parce qu'elles sont devenues l'énième marque de prêt-à-porter et qu'en vrai, c'est ultra concurrentiel et donc il y a un moment, il n'y a eh que les oui. gros qui ont une certaine notoriété qui restent, comme dans tout business, quoi. Et donc ça, j'avais très peur. Et donc j'ai toujours dit, moi, ça me fait peur de me diversifier parce que je veux continuer à tirer le fil rouge de Flair. Et donc je me suis vachement posé la question de c'est quoi l'ADN de Flair, hormis les body, qu'est-ce que c'est. Et donc on a vraiment déroulé le fil et on s'est dit, bah déjà, c'est nos matières seconde peau. Nous, on a toujours fait que du seconde peau.
Donc, on va peut-être proposer, on nous demande souvent avec quoi je porte mon body, donc on va peut-être proposer des silhouettes complètes. Donc, on a lancé les premiers compagnons qui étaient faits dans les mêmes mailles que nos bodys. Donc, c'était des pantalons et des jupes pour faire des total looks. Donc là, je me suis dit, ok, très bien. Et puis, on a vu que ça prenait quand même bien, tu vois. Donc, on s'est dit, bon, on a commencé l'été à faire un test où on a décliné les décolletés iconiques de nos bodys en version longue, en version robe. Pareil, ça a bien marché. Donc, petit à petit, et depuis l'année dernière, on commence la couleur qui cartonne. Et donc, tu vois, petit à petit, on a mis un peu plus de pierre à notre business et la couleur qui nous drive c'est un vrai levier de croissance, de rétention aussi auprès de nos bonnes clientes. Ouais. Le prêt-à-porter, c'est aussi un levier de développement. Et depuis le début de l'année, on décline aussi nos bodys en version top pour les femmes qui vraiment adorent nos coupes, mais qui sont pas body. Il y aura rien à faire, elles seront pas body. Donc, tu vois, j'ai élargi mes chakras, mais j'avais peur d'y aller. Et du coup, on y est vraiment allé pour le coup, pas à pas. Et petit à petit, en testant des petits trucs par-ci par-là, et puis ensuite en se disant, bah tiens, ça marche, on met l'accélérateur. On a lancé les maillots aussi cette année qui ont cartonné, où j'avais peur d'y aller parce que je me suis dit, les maillots, c'est ultra concurrentiel. Et nous, je veux qu'on garde cette patte de maille gainante, mais va trouver des tissus maillots gainants, c'est pas simple, donc j'ai mis du temps. Et là, je crois que j'ai trouvé la bonne formule. Mais du coup, un truc qui me fait peur pour le coup et où mon attention est principalement dessus, c'est l'identité et l'ADN de ma marque, où je veux qu'on reste hyper identitaire, hyper forte dans l'image qu'on renvoie. Et du coup, ça, je suis très précautionneuse là-dessus, tu vois. Mais c'est hyper important. Ouais. Et central. Je pense que là, pour l'instant, en tout cas, on réussit à le faire bien, à rester cohérente, et tout en, effectivement, hein, c'est un vrai levier de croissance et ça nous a permis d'atteindre d'autres niveaux. Donc, mais ça a été pas un pivot, mais en tout cas un développement pas facile à appréhender, qui m'a fait un peu peur parce que je me dis, quand tu as une marque, si tu la perds, ça peut arriver très vite et ça peut faire assez mal. Tu peux assez vite, tu vas perdre tes clientes et tout. Donc du coup, ça c'est un vrai point de vigilance et d'attention. On sortira jamais des choses sans l'avoir trop réfléchi, donc on met un peu plus de temps. Mais je pense que c'est important aussi parfois de se dire, oui, ok, il y a tous ces paliers à franchir. Tu as ton premier million, tu as tes 5 millions, c'est hyper important. Mais ce qui prime avant tout, c'est de prendre soin, tu vois, de ma marque. Et c'est pas grave si ça me prend un an de plus, mais je veux le faire bien. Ça, c'est important de pas aller pas aller trop lentement, mais pas aller trop vite non plus. Et se poser les bonnes questions et quand même prendre le temps de réfléchir. Oui, mais en fait, ça dépend sur quoi t'es. Tu vois, tu dis pas trop lentement et pas trop vite. Je pense que ça dépend sur quoi t'es. Là, t'es sur un point tellement fondamental qui touche à ta marque, qui touche au produit, qui touche à l'histoire que tu racontes depuis le début, Flair, c'est une marque de body de base. Donc là, tu changes l'histoire en changeant ça. Ouais. Donc c'est primordial. Là où tu dois aller très vite, c'est des choses qui vont justement pas avoir un impact énorme sur ta marque, pas avoir un impact énorme sur l'identité que tu vas y avoir. Ouais, tout le reste, en vrai, tu peux aller très très vite. Ouais. Tu peux tester plein de choses. Tu peux, ce que tu as dit, tu vois, tu peux recruter, tu peux changer de freelance. Il faut que ça aille très très vite en fait sur le reste. Par contre, sur les points fondamentaux. Ouais. Ah bah complètement, ça c'est trop important. Mais tu vois, on a été, pour le coup, on était principalement un business en direct, donc en direct sur notre site et lors de pop-up, tu vois, qu'on organise surtout à Paris. Et là, depuis 1 an et demi, on se développe dans le wholesale. Donc on a des revendeurs, mais pareil, ça on les choisit un peu sur le volet, on n'est pas partout, on va rentrer au bon marché là à partir d'octobre. Donc ça, je suis ravie. Yes, bravo! T'as une marque de mode. Grave. Donc ça, c'est trop chouette. Et ça, pareil, je pense que ça va nous servir, tu vois, dans le fait de passer encore un autre palier. Bien sûr. Donc ça, tu vois, ça, c'est une décision qu'on a prise en 2 secondes. En se disant, écoute, ok, faut faire évoluer notre offre produit, faire évoluer notre distrib. On a trouvé la bonne personne pour le faire. On y est allé et on s'est pas trop posé de questions. Alors qu'au début, si tu veux, quand tu te lances dans le wholesale, ton business, c'est pas le même. C'est pas les mêmes marges, c'est pas les mêmes coefs de revente et tout. Donc nous, on n'était pas tout à fait set-up pour ça, mais on s'est dit, écoute, on y va, on fait une première saison, on voit comment ça répond, et après, on s'adaptera pour faire en sorte que notre business soit plus collé au wholesale. Mais ouais, on s'est dit, c'est pas grave, la première saison sera pas parfait, mais on s'est dit qu'il fallait le faire et on l'a fait. Et ça, effectivement, tu prends cette décision plus rapidement parce que, comme tu dis, ça touche pas à ta marque, à ton ADN.
Donc, tu peux tester plus facilement des choses. Hyper intéressant. J'ai vu que tu étais passée à New York aussi. Ouais. Est-ce que tu nous racontais un petit peu cette Ah histoire? ouais, D'où ça vient? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as créé ça? Alors, c'était il y a quelques temps maintenant, c'était en 2021. Donc, c'était il y a 5 ans. Et en fait, c'était un programme de la BPI. Et la nana qui gérait ce projet à la BPI était une fan de Flair. Donc, elle m'a contactée en me disant est-ce que tu veux y participer et tout. Et c'était en collaboration avec les grands magasins Saks à New York, sur la 5e avenue. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc, Flair a été sélectionné. Et donc, on a été pendant 3 mois chez Saks. On a été en vitrine. Et donc, moi, j'y suis évidemment allée alors que c'était pendant le Covid. Donc, les Oh États-Unis mon avaient Dieu. fermé leurs frontières à l'Europe. Donc, tu étais obligé de passer 15 jours dans un pays d'Amérique avant. Donc, j'ai passé 15 jours au Mexique, ce qui était très cool, Oh là là. pour pouvoir rentrer aux États-Unis, parce que je m'étais dit, jamais de ma vie, je rate ce moment. Enfin, tu vois, Impossible. tu crées ta boîte aussi pour te nourrir de ces moments-là de réussite de dingue, de moments que tu vivras peut-être qu'une fois et tout. Et donc, je suis allée à New York, et donc on a fait l'inauguration, c'était génial, Flair était en vitrine et tout, donc, et ça a super bien répondu. Donc ça, c'était déterminant. Enfin, j'en garderai des souvenirs toute ma vie, c'était hyper chouette. Les États-Unis sont un marché canon, mais où il faut quand même être assez mature et avoir un peu de budget. Donc, on a vivoté un peu là-bas, et puis on s'est dit on reviendra quand on aura. Et là, on va y retourner à partir de l'année prochaine. Ok. Donc ouais, Est-ce que, c'était chouette. est-ce que à ce moment-là, quand tu dis waouh, putain, gros win quand même, c'est très cool. En plus, le marché trouve ça cool. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans la personne que tu es? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change de prime abord? Je dirais non. Je pense que ça te nourrit et que ça te fait grandir, évidemment, mais il n'y a pas eu un moment, une prise de, tu vois, une prise de conscience de ah, j'ai changé, etc. Non, je pense que tu grandis. Je pense que dans de la posture que tu renvoies aux gens et que eux te renvoient, leur perception change, parce que du coup les gens te disent ah ouais, Eh elle a oui. été à New York, sa marque, etc. Donc je Eh oui. pense que toi, dans la manière dont tu vends ta marque et la manière dont les gens perçoivent, parce que quand tu dis j'étais à New York chez Saks, les gens ils te regardent en se disant ah ouais, c'est pas la petite nana qui a sa petite marque, quoi. Là elle commence à, Et là, tu touches un point tu vois. tellement important. C'est à quel point on ne, merde, j'ai plus le mot en français, on brague pas assez, on ne se met pas assez en avant, tu vois, On se vante pas assez. vante pas assez, merci beaucoup. On se vante pas assez, on met pas assez en avant à quel point on a réussi à faire telle chose dans notre business, à quel point on a réussi à être à Saks, machin. On ne le met pas assez en avant, alors que t'en vois, il y en a, c'est directement mis en grandes lettres sur leur LinkedIn, leur Insta, leur tout, tu vois. Tu vois, un mec, il le mettrait directement. Mais oui, exactement. Et je pense que c'est dommage parce que, de un, moi, sur la partie purement identitaire, en vrai, plus tu te rappelles ces choses-là, plus, bah, peut-être que tu l'as pas ressenti avec New York, mais moi, je suis persuadée qu'il y a eu un changement dans ton cerveau qui a dit, putain, moi, en fait, je suis plus cette petite nana là qui essaie de galérer à monter mon truc. Je suis putain d'aller à New York, en fait. Ouais. Et toutes les autres qui essayent de faire des body à côté ou quoi que ce soit, elles sont pas allées à New York. Donc, quoi qu'il arrive, ça te crée ce stretch, tu vois, qui fait que, alors après, tu l'appelles comme tu veux. Toi, t'as dit, on grandit, bien sûr. Tu peux le dire comme ça. Moi, j'appelle ça des shifts identitaires. J'appelle ça des moments où, bam, en fait, tu vois, tu passes d'un moment où tu te dis, je suis cette personne-là, et en fait, bam, tu passes à un autre moment où tu te dis, non, en fait, je suis plus si petite, je suis plus si en galère, tu vois, et bam, tu changes cette partie identitaire, et donc, t'avances. Et plus tu le minimises, plus tu l'amoindrises, moins t'en parles, moins tu peux alimenter justement ces shifts identitaires, tu vois, moins tu peux alimenter les opportunités qui vont aller en lien avec bah en vrai t'es plus juste une petite marque qui vivote en France, ou en tout cas qui essaie de faire en France, tu vois. Non, c'est clair. Après, la réalité, en tout cas moi, la manière dont je le vis, c'est que c'est gros win. Donc il y a eu, tu vois, il y a eu New York, il y avait eu avant la collab avec Monoprix. Il y a eu ensuite, on a levé des fonds, on a été approché par le groupe Etam et tout. Donc tout ça, c'est effectivement des gros wins quand tu termines une super belle saison où tu as fait des chiffres de super croissance et tout. Mais la réalité du business, et c'est ça que j'adore, c'est que les compteurs sont très vite remis à zéro. C'est-à-dire que tu as une journée, tu as quelques heures, nous avec Charles, on est là, on a la folie, tu te prends pour la réponse et c'est génial et ça te nourrit et il faut
avoir ces moments-là, mais la vérité, c'est qu'ensuite tu retournes à ton bureau et tu es là, bah ok, ça c'est très bien, mais en fait il y a ce challenge-là qui m'attend et il faut que je me remette. Donc c'est très important aussi quand même de se nourrir de ces moments-là, mais de savoir rester focus et très humble Ouais. par rapport à ce que tu fais et par rapport à ta réussite, parce que c'est ce qui te permet de toujours vouloir plus, de toujours aller plus loin et tout, et de pas te satisfaire, tu vois, de ce que tu as. Donc il faut effectivement avoir ces moments d'ego trip, entre guillemets. Ouais, exactement, exactement. Putain, je suis une ouf, je suis une warrior. Et ça, évidemment, qu'on le fait et qu'on se le dit et que c'est génial. Mais après, très vite, moi j'adore aussi, parce qu'un business, très vite, ça te remet aussi les pieds sur terre en disant, ouais, enfin ma cocotte, là t'as ça, si, ça à gérer. Ça c'est très bien, mais en fait, maintenant c'est next step. Enfin, donc, Exactement. donc c'est cette ambivalence en fait d'émotions, et c'est souvent qu'on apparente à des montagnes russes qui est véritable. Et il faut, tu vois, on se disait, tu me posais Je suis la d'accord. question de qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a une certaine aversion au risque. Je pense que c'est très important d'avoir cette conscience de quand tu as un business, même quand tu réussis quelque chose et c'est génial et il faut s'en nourrir, le compteur il revient très vite à zéro, il faut très vite se remettre en selle, et ça, faut en avoir conscience et pas se brûler les ailes. Et Mhm. du coup, ouais, voilà, se connaître et se dire que si tu as trop d'aversion au risque, trop de machin, vaut mieux se diriger vers autre chose, parce que c'est pas d'extérieur. Tu te dis c'est génial, elle cartonne et tout, et c'est le cas, mais en face, tu as aussi des gros challenges forcément qui se collent à cette réussite, quoi. Ouais, je pense qu'il faut on le rappelle. Je pense qu'il y a un peu ce truc de, moi j'appelle ça entrepreneur lifestyle et c'est très cool, mais un, ça ne peut être qu'à un certain niveau en fait. Exactement. Et après, pour grossir, t'es obligé d'avoir la vraie casquette de l'entrepreneur et qui est, bah, tu travailles quand même Bah beaucoup, ouais, tu tentes des choses, tu perds aussi beaucoup parce que t'attendais des choses et que ça n'a pas marché et que tu t'es foiré, comme tu parlais de l'échec tout à l'heure. Et je pense qu'il faut qu'on le remette un petit peu en lumière. ouais, Et si tu veux atteindre ton premier million ou tes premiers 10 millions, parce qu'en vrai, ça dépend des boîtes, mais tes levels qui vont être à la hauteur de ce que tu veux, tu vas devoir faire face à ça. ouais, c'est Tu vas ça. devoir faire Et face ça, à c'est ça. important, tu vois, de pas trop. Enfin, parce qu'on voit souvent, et t'as des influenceurs sur Insta qui te vendent ça en mode ah, c'est génial, t'as ta boîte, t'es à la cool et tout. Non, la vérité, c'est que effectivement, tu prends des risques un peu tous les jours. Ouais. Tu vois, tu mets un peu, tu mises un peu tout dessus. C'est pas facile tous les jours. Tu peux pas. Enfin, le jour où ça paye, déjà, ça met des années à se mettre en place. Et il Ouais. faut une certaine résilience et donc une certaine force, tu Complètement. vois. Complètement. Et donc oui, c'est génial et c'est top et on s'éclate, mais c'est aussi des risques et du travail et c'est voilà. Et je pense qu'il y a aussi un impact sur la vie perso et je pense qu'on on veut pas trop le montrer. Mais on en revient au point de la différence entre hommes et femmes finalement. C'est que pour moi, l'entrepreneuriat a beaucoup plus d'impact sur la vie perso que le salariat. Mmh. Et pourtant, je trouve qu'à un certain niveau de business, on l'oublie un petit peu, tu sais, on le met un petit Ouais, peu de côté. Alors même que tu vois, il y a beaucoup de mamans qui vont se mettre en entrepreneuriat et qui vont dire comme ça, je pourrais aller passer plus de temps avec mes enfants. mmh, Déjà, quand tu te lances, c'est très rare mmh. que tu puisses vraiment avoir ton salaire d'avant Mais et c'est mort, pouvoir, mais c'est tu vois, mort. c'est quand même très, 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 très rare. Donc, je pense qu'il faut lower the expectations Ouais, par rapport à ça. Mais en plus de ça, même quand tu commences à grandir, 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 ça a un impact sur ta vie mais perso. oui, Parce que tes horaires sont peut-être différents, parce que ben, parfois tu as une grosse problématique et donc tu restes dans cette problématique même ouais, si tu plus soi-disant dans ton taf. Parce qu'en vrai, oui, l'entrepreneuriat, c'est souvent présent à d'autres moments. Enfin, mais t'as pas les horaires de taf normalement, bien tu vois. sûr. Mais et puis c'est mince, attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Les mamans, Ouais, les mamans, c'est tout le temps et tout. Mince, j'ai perdu. le salariat, t'as pas d'horaire de Oui, taf. toi, quand tu es entrepreneur, quand tu bosses pas, il y a personne qui bosse à ta place. Enfin, tu vois, ton job, personne le fait. Donc oui, là, tu vois, les vacances, bah, en réalité, moi, ça fait 9 ans, enfin, en vrai, depuis 1 ou 2 ans plus. Mais pendant 7 ans, et même encore maintenant, des vraies vacances, c'est-à-dire où tu coupes, tu regardes pas ton tel et tout, moi, je ne connais pas. Et c'est OK, j'adore ça. Jamais je pourrais pas regarder un jour ce qui se passe sur Flair, un jour répondre à des messages, un jour checker mes mails. Enfin, tu vois,
je ne conçois pas. C'est Flair, c'est mon premier bébé, ça fait partie de ma vie. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que t'as à la fois des horaires plus flexibles et en même temps, c'est tellement plus flexible que, en fait, c'est tout le temps. Ouais. T'as pas un 9h-19h bien cadré. En revanche, c'est vrai que, alors, moi, comme ce qui était chouette, c'est que j'ai créé ça, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, j'étais pas en couple et tout, donc j'ai pu bosser vraiment tout le temps. Alors que c'est ingrat, parce qu'au début, c'est là où tu bosses limite le plus et où ça te rapporte le moins. Donc c'est une Ouais. période, franchement, les premières années qui est assez ingrate. En plus, personne te regarde parce que tout le monde est là, ouais, elle fait son petit truc, avec Olivette et machin. Alors que quand ça réussit, aujourd'hui, tu vois, moi, effectivement, ben, je suis quand même plus souple. Je vais parfois chercher ma fille plus tôt parce que je me dis, ben, en vrai, j'ai trop envie d'en profiter. Donc, ça t'apporte. Mais tu peux déléguer plus de choses parce que du coup, tu as réussi à faire rentrer davantage. Enfin, Exactement, tu t'autorises aussi d'autres points, exactement. Mais, mais à partir d'un certain niveau. à partir d'un certain niveau, premièrement, et comme tu dis, c'est pas un job, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, qui peut empiéter sur ta vie perso. Enfin, donc oui, ça faut bien l'avoir en tête. J'aimerais parler avec toi pendant des heures, mais le podcast, je me dois de le garder court pour que les femmes qui nous écoutent, qui ont parfois pas beaucoup le temps, puissent les écouter tous. Il y a une dernière question dans le podcast qui est qu'est-ce que, selon toi, une femme empire-minded ne peut plus se permettre de tolérer? Ben ouais, qu'on rabaisse tout le temps ce côté. Moi, en tout cas, je sais que je l'ai un peu subi. Et encore aujourd'hui, cette image, alors c'est quand une femme a une marque de fringues, mais ça pourrait être autre chose, que les gens te disent, ouais, sa petite marque de fringues, elle fait mumuse. Enfin, tu vois, effectivement abaisser ce qu'on fait. Et ça, je pense il faut bien tout de suite remettre les idées en place. Et justement, toi, comme on disait, prendre cette posture de bah non, en fait, j'ai un business qui fait du blé, j'ai des gens qui vivent dessus. Enfin, tu vois, se Ouais. remettre nous-mêmes à un certain niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette tendance à avoir cette perception que quand c'est un business de nana qui en plus fait un truc de nana, entre guillemets, en l'occurrence la Oui. mode ou la beauté, voilà, ou je ne sais quoi, ben on va dire ok c'est un petit truc de meuf, tu vois. Et donc ça, donc Ouais. ne pas l'accepter et bien repositionner le truc en mode bah non, c'est un vrai business et potentiellement je fais plus d'argent que toi, donc tu la fermes. J'adore. Sachant que les business de wellness, énormément de business de make-up, etc., c'est des énormes business, des trucs énormissimes. Il y en a, elles sont sorties récemment, là, dans les 10 dernières années, elles ont créé des trucs Ah juste, c'est mais du make-up, c'est basique, mais c'est incroyable. Le business, il est incroyable derrière, donc ne nous non, sous-estimez pas. exactement. Merci, merci infiniment Clémence, c'était un plaisir merveilleux de pouvoir échanger ce moment avec toi. Je sais que tu en auras inspiré, donné plein d'infos, plein de feedback, la notion du risque qui est revenue et la notion du fun. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va retenir de ton épisode. Vraiment, gardez le fun dans votre quotidien, dans votre business. Assurez-vous de vous écouter Ouais. dans votre business, de pas faire des choix parce qu'on vous a dit que, de vous inspirer à droite à gauche, de rester curieuse pour justement pouvoir faire des choses en lien avec vous et en lien avec ce pourquoi vous vous êtes lancé. Merci infiniment, Clémence, d'avoir été là. Merci Margot. Pour toutes celles qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode invité et la semaine prochaine pour l'épisode solo. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.